Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette visite urbaine, la quatrième du genre. Nous partons ce matin à Rennes, dans un quartier, le quartier du Blône, où nous allons découvrir une démarche concrète et participative d'agriculture urbaine, pour faire simple, mais aussi d'urbanisme de la citoyenneté alimentaire, de développement local, de circuits courts, de lutte contre le changement climatique, mais aussi d'éducation populaire. Donc, vous le voyez, il y a de la richesse qui méritait qu'on aille se balader et rencontrer les acteurs de ce quartier du Blône et de ce projet. Donc, nous allons voir le film dans quelques minutes. Simplement un mot pour vous dire que, à l'issue de ce film, évidemment, nous avons avec nous deux invités. Le premier, il est déjà là, c'est Boris Marcel. Vous l'apercevrez peut-être. Il est le président des Colverts, qui est une association, un réseau qui est très actif sur ce projet. Et puis, d'ici à la fin du film, Ludovic Brossard, conseiller municipal délégué à l'alimentation durable et à l'agriculture urbaine à Rennes, nous rejoindra pour participer à cet échange. Vous le savez, si vous participez au GERU depuis hier, vous avez un système simple pour faciliter nos échanges. Le fil de discussion, il vous permet de nous adresser des remarques, des commentaires, mais aussi des questions. Et donc, à la modération de cet échange, vous retrouverez Damien Leroux. Il est le responsable du développement économique, à l'ANRU, et Damien Cagza, il est chargé de mission territoriale. Ils sont tous les deux à la manœuvre ce matin pour nous faire profiter de vos commentaires et de vos réactions. Cette visite urbaine, ça dure 1 heure tout à fait pile, puisque le réseau nous sera obligatoirement coupé dans 1 heure. Mais vous le savez déjà, si vous voulez prolonger l'échange, vous pouvez prendre des rendez-vous. Vous pouvez aussi rejoindre à l'issue de cette visite le Café des GERU, où vous retrouverez un certain nombre d'acteurs de ce projet. Voilà pour ce qui est de cette brève introduction. Je vous propose tout de suite donc de nous rendre à Rennes et d'aller découvrir ce potager des cultures, mais qui est plus qu'un potager des cultures, puisque le titre le dit lui-même. On est du potager des cultures à la plaine fertile. On est vraiment dans une démarche très évolutive et très large d'agriculture urbaine. Je le disais à l'instant. Partons tout de suite à Rennes découvrir ce projet. On est passé d'une conception d'un aménagement de la ville pour habiter à l'aménagement d'une ville pour vivre. Et pour vivre dans un lieu, il faut aussi des espaces de production agricole, il faut aussi des espaces qui refassent le lien entre ce qu'est l'alimentation et ce qu'est la consommation. Et donc là-dessus, je pense que l'ANRU a pris en compte la nécessité de favoriser un urbanisme qui intègre l'enjeu de citoyenneté alimentaire, comme des enjeux aussi à travers le verdissement et la mise en place d'îlots de fraîcheur, vu le contexte climatique qu'on va devoir traverser et affronter dans les prochaines années, quoi.
L'ambition du projet de renouvellement urbain, il reconfigure l'ensemble du quartier sur une centralité, avec l'accueil de nouveaux équipements, des équipements très structurants pour la métropole, un conservatoire à rayonnement régional de musique et de danse, un nouveau pôle associatif, un nouveau bâtiment qui est un pôle économie sociale et solidaire. C'est tout un ensemble en fait de nouveaux équipements, mais aussi commerciaux que publics, qui sera offert sur le quartier, à la fois aux habitants du quartier, mais aussi à l'ensemble des Rennais. Alors la ferme urbaine au Blône, c'est issu d'un projet du budget participatif que mène la ville de Rennes. Tous les ans, les acteurs, les habitants, les acteurs associatifs peuvent proposer des projets en investissement au service de la ville de Rennes. Et une élection a lieu, on retient certains projets qu'on met en œuvre dans les années suivantes. L'association des Cols Verts, effectivement, a postulé au titre du budget participatif pour mettre en œuvre, alors au début ils appelaient une ferme urbaine au sein du quartier du Blône. Le site a évolué et puis le nom a évolué aussi et est devenu le potager du Blône et toujours travailler avec les Cols Verts. L'ambition aujourd'hui, il est global, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans le projet de renouvellement urbain pour aller travailler tout un ensemble de champs de politique publique. On va travailler sur le sujet de la politique de la ville et le social pour pourvoir en aide alimentaire auprès des habitants les plus précaires. Nous sommes aussi sur les politiques de la santé pour travailler une alimentation saine avec les habitants. Sur les politiques du développement économique, comment participer au dynamisme économique du quartier, comment mettre en emploi les habitants du quartier à travers les recrutements qui auront lieu. Et puis enfin, on est aussi sur une politique environnementale et renouvellement urbain, puisque le projet de ferme urbaine accompagne le projet de renouvellement urbain pour améliorer le cadre de vie des habitants. Et puis au niveau environnemental, c'est évidemment sensibiliser, travailler à une agriculture urbaine. Donc les Cols Verts Rennes, c'est une association qui existe depuis fin 2017 sur le territoire rennais, qui fait partie d'un réseau associatif qui s'appelle les Cols Verts, sur pour le coup le territoire français. Et à Rennes, on a d'abord fait une étude de faisabilité pour réfléchir à l'implantation du projet et ensuite une phase de co-construction avec les partenaires qu'on a autour de nous et les partenaires qui sont sur le quartier et les habitants. On a identifié des services de la ville qui pouvaient avoir un impact sur notre projet, des bailleurs sociaux, des partenaires socioculturels, des partenaires dans l'insertion. Et aujourd'hui, on continue à travailler avec eux, faire le lien avec des habitants, notamment des habitants qui pourraient être isolés, puisque comme c'est ouvert et que tout le monde peut venir, même si on n'a pas de compétences et qu'on n'y connaît rien et qu'on ne sait pas la différence entre une bêche et une fourche, c'est pas grave, on peut venir quand même. Donc je pense que c'est ça aussi qui est apprécié par les partenaires avec qui on travaille et notamment les bailleurs. Nous, on n'est pas un organisme d'insertion, mais on travaille avec des organismes qui le sont et qui accompagnent des personnes. Alors ça peut être des ados, ça peut être des adultes qui sont sur des parcours de réinsertion, des jeunes décrocheurs, des gens qui veulent changer de métier. Donc nous, on accueille à la fois des stagiaires de 3e pour faire découvrir le milieu dans lequel on travaille et puis redorer un peu l'image du secteur agricole. Et aussi, on travaille avec des jeunes décrocheurs qui viennent de centres de formation pour faire des chantiers ici. On travaille aussi avec des structures qui accueillent des personnes réfugiées qui sont en apprentissage du français. Donc c'est assez large, on touche quasi tous les publics, de la crèche, puisqu'on a une crèche qui est ici, on a une crèche qui est là, une école élémentaire et maternelle qui est là-bas, le centre social, le centre culturel. On a
un vrai lien avec les acteurs du quartier et ça nous a permis déjà de construire le projet mais aussi de le faire évoluer dans le sens qui leur plaît et qui leur appartient aussi. On a 18% de nos bénévoles qui sont résidents du Blône, donc ça c'est intéressant, mais ça se construit petit à petit parce que ça veut dire un engagement, ça veut dire prendre du temps et venir aussi sur l'espace public, pas forcément une habitude qui va avec des personnes qui ont l'habitude d'être isolées. Les activités sont ouvertes à tout le monde et on est beaucoup dans l'échange, notamment sur les ateliers cuisine. On a de la chance, on est sur un quartier où les gens cuisinent bien et les gens cuisinent beaucoup. Le 3e plus gros marché de Rennes, il y a une vraie habitude de consommation de produits bruts et de produits frais. En tout cas, c'est un quartier où les gens mangent et mangent bien. On est sur un lieu de déambulation, les gens passent et on a mis des petites ganivelles, donc c'est des clôtures qui sont pas très hautes, donc c'est vrai qu'on a souvent des intrusions. Après on peut avoir des vols, des dégradations, donc on s'adapte. Là on est en train de reconstruire un panneau d'affichage qui puisse être un peu plus costaud que ce qu'on avait avant et ça nous permet aussi de faire évoluer nos pratiques. Notamment on a une anecdote qui est rigolote, c'est que l'année dernière on a eu beaucoup de vols de tomates, donc on devait prendre chez nous les tomates quand elles commençaient à mûrir et pour les laisser rougir chez nous. Ensuite les ramener sur la ferme pour les distribuer et on s'est rendu compte que les tomates vertes étaient pas du tout volées ou les tomates jaunes n'étaient pas volées. Donc voilà, on adapte nos variétés, nos usages nous aussi quoi. Je suis là depuis 1994, au Blône. Ça fait combien 3 ans que je touche à la retraite. Je viens ici pour ne pas m'ennuyer. Voilà. Et je fais un peu de bricolage aussi. Donc bon, c'est un passe-temps. Voilà. Et ça vous fait du bien d'être ici? Ouais. Pourquoi? Je décompresse. Et ça fait 35 ans que j'ai arrêté de boire, vous voyez. Je viens de les fêter la semaine dernière, pour le jour de mon anniversaire. 66 ans. Moi, j'habite pas très loin d'ici. En fait, c'est super pratique parce que moi, quand je pars le matin, souvent je vais ici ou quand je vais à la bibliothèque, je passe par ici. Moi, chez moi, j'ai pas de jardin, alors c'est l'occasion de faire un peu de jardinage. Planter des fleurs, des légumes, fraises, tomates et pommes de terre. Qu'est-ce que je suis venu faire aujourd'hui? Écoutez, dans le cadre de la journée solidaire, j'ai décidé de m'inscrire ici au Col Vert pour m'engager et donner un peu de mon temps au sein de cette association. Qu'est-ce que l'on a fait? Il y a les bacs derrière moi, puis avec mes collègues, on a mis la main à la pâte et on a bêché, on a rempli de la terre, on a pris des feuilles, on a composté pour faire en sorte que l'association soit contente de nous et que la terre que l'on a préparée soit propice justement aux cultures à venir dans ces fameux bacs.
Donc moi je fais du maraîchage, enfin du jardinage plutôt que du maraîchage on va dire, parce qu'on est vraiment sur des techniques plutôt jardin potager que maraîchage. Et voilà, l'idée c'est de réapprendre aux gens à avoir des techniques de jardinage. Il y a eu une étude de sol qui a été faite sur le potager qui a montré qu'il y avait des traces de pollution. On a voulu prendre zéro risque par rapport à ça, et surtout qu'on accueille des enfants, du coup c'était politique du zéro risque. On a décidé de faire de la culture en bac. Les bacs, ils ont été construits sous la serre du Triangle avec 2 artisans, 2 entrepreneurs. On a proposé aux habitants de venir aider à la construction des bacs et on est venu faire en fait tous les bacs en lasagne sur la technique de la permaculture. Donc on a mis dans le fond du bois mort, par-dessus un compost de feuilles mortes, fumier de cheval tonte 2 fois. On a fini par de la terre végétale qui avait été testée avant, non polluée, tout ça. Dans le cadre de notre projet de la fourche à la fourchette sur ce territoire, on a voulu investir 2 autres espaces, plutôt productifs cette fois-ci, puisqu'ici on est plutôt sur un espace pédagogique qui sera à destination des personnes en situation de précarité alimentaire. Et donc on a proposé ce projet en travaillant main dans la main avec la métropole de Rennes. Et donc on a eu la chance d'être lauréat sur ce projet. Ici on est sur une ferme qui est en fait en sursol pollué. Donc on a des bacs, donc ça limite la production, même si on peut après sensibiliser sur l'importance du sol, comment on recrée du sol. La deuxième ferme, enfin les 2 espaces en fait, puisqu'il y a le pré et les hautes zones, c'est 1,5 hectare et c'est du maraîchage diversifié. Donc on est principalement sur des légumes en fait, même s'il pourra avoir de l'arboriculture, un petit peu de céréales et pourquoi pas à terme des petits animaux. Et l'objectif à la fin c'est aussi de s'associer avec des agriculteurs, puisqu'on a la chance d'être sur un territoire, la Bretagne c'est la première région agricole de France, et en même temps, Rennes, on n'est pas sur une ville industrielle. Donc dès qu'on sort de la ville, on a la campagne et on a les agriculteurs. Donc c'est de recréer ce lien entre les urbains et les agriculteurs, donc à terme de aussi travailler avec des fermes en polyculture élevage, donc avec également des animaux. Donc la France, on est 80% d'urbains. On sait qu'il faut susciter des vocations agricoles puisqu'il y a 50% des agriculteurs qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans. Et donc notre objectif c'est d'aller les chercher au cœur des quartiers, là où il y a un grand vivier en fait, potentiel de nouveaux agriculteurs. Donc la ferme urbaine c'est entre guillemets c'est un produit d'appel pour aller chercher ces urbains, les former, les sensibiliser et petit à petit les amener vers l'agroécologie. On a un objectif à l'échelle du quartier, c'est de vraiment créer un groupement pour créer un tiers-lieu nourricier, donc avec espace de production, espace de transformation, espace de valorisation de la production et espace de vente. Alors du coup, on vient vous donner 3 bottes de menthe. Victor, il a de la roquette. Et Nino, qu'est-ce que t'as dans le seau? Génial! Ah, la belle récolte! Aujourd'hui, on est venu distribuer avec Victor et Nino un panier de légumes pour l'épicerie Tissol. C'est une épicerie sociale qui accueille des familles qui sont dans le besoin. Et donc nous, on a donné aujourd'hui un petit kilo de fèves, 3 bottes de menthe et de la roquette. Et c'est des dons en fait, et on fait ça quasiment chaque semaine pendant toute l'année, sauf l'hiver où on n'a pas grand-chose.
la Grande Bouche, c'est une coopérative d'intérêt collectif, une SIC, qui développe un projet sur le quartier du Blône. Donc, en l'occurrence, c'est un restaurant participatif, mais on a également aussi une revue culinaire qui est un trimestriel qui aborde la question de l'alimentation sous l'angle sociétal, culturel et culinaire, et qui est diffusée, elle, par contre, à l'échelle nationale dans les kiosques et librairies. Pour l'approvisionnement du restaurant, par rapport à la production, dès que c'est possible, en fait, on commande du coup à la ferme du Blône des légumes, des aromates, voilà, qui puissent fournir pour notre menu de la semaine. Et en fait, peut espérer mieux que d'avoir des légumes tout prêts, tout proches du restaurant, avec une empreinte carbone minime, et puis avec le soin apporté comme ils le font. Donc voilà, nous, il y a un grand intérêt, ça rejoint vraiment notre ligne directrice. Donc la citoyenneté alimentaire, c'est une manière de répondre aux enjeux de démocratie alimentaire, c'est-à-dire comment à la fois rendre accessible une alimentation saine, locale et bio pour l'ensemble des habitants, en l'occurrence d'une ville, comment aussi les intégrer dans ces démarches de relocalisation de l'alimentation, de production d'une alimentation biologique, qui répond aux enjeux environnementaux, climatiques, sociaux également. Et comment est-ce qu'on développe aussi des espaces de production sur la ville, soit via des fermes urbaines, soit des fermes agricoles plutôt classiques. Donc la citoyenneté alimentaire, c'est qu'une manière de répondre à tous ces enjeux. Voilà pour cette promenade et cette découverte de ce projet du quartier du Blône à Rennes. Nous allons, comme prévu, dialoguer, préciser les choses avec Boris Marcel. Il est là, il est toujours là, puisqu'il était là juste quand on a démarré. Donc, directeur, cofondateur de ce réseau des Colverts et président des Colverts rennais, si mes informations sont justes. Et puis devrait nous rejoindre Ludovic Brossard. Hein, il va se connecter donc dans les quelques minutes qui viennent. Et bien, c'est fait. Bravo. Bravo. Bonjour Ludovic Brossard. Merci de nous consacrer quelques minutes d'une journée qui est sans doute bien remplie. Vous êtes conseiller municipal et vous êtes délégué à l'alimentation durable et à l'agriculture urbaine et vous êtes en charge au niveau de la collectivité eau du bassin rennais du changement climatique, de la recherche et du développement. Voilà des titres un peu inhabituels pour des élus locaux. En tout cas, je pense que c'est voulu que d'être sur des fonctions et des délégations assez innovantes. Donc, on va revenir sur les différents aspects avec vous. J'ai une première question simplement en direction de Boris Marcel. Permettez-moi simplement qu'il nous précise peut-être ce que sont ce réseau des Colverts. Si je comprends bien, c'est né à Rennes, c'est aujourd'hui un réseau national. Comment est-ce que vous fonctionnez? On a vu l'importance que le réseau a dans cette initiative. Donc, vous êtes une association, clairement. Vous fonctionnez avec des permanents, des subventions et vous avez un réseau national. Si on est intéressé par les Colverts, on peut vous trouver partout en France, à proximité des quartiers? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Donc tout à fait, Colvert, c'est un réseau associatif dédié à l'agriculture urbaine et à la transition alimentaire. Alors c'est pas né à Rennes, c'est d'abord né dans le nord de la France, à Valenciennes, dans un quartier prioritaire également. Et donc moi j'ai eu la chance de rencontrer le président des Colverts qui avait monté cette initiative à Valenciennes et qui m'a proposé de prendre la coordination du réseau pour pouvoir essaimer partout sur les territoires des services d'agriculture urbaine. Et l'avantage d'être un réseau, c'est qu'en fait, on mutualise énormément d'activités.
Et on peut du coup formaliser un grand nombre de services. Et aujourd'hui, on est présent donc sur une dizaine de territoires et on accompagne des porteurs de projets à chaque fois pour installer des fermes urbaines, mais également d'autres services. Et puis, on a créé des actions telles que, par exemple, un MOOC sur l'agriculture urbaine qui a touché près de 25 000 personnes ou encore un incubateur. Et puis, ce n'est pas fini. D'accord. Combien de permanents dans votre association? Alors, sur l'ensemble de réseau, on est à peu près une vingtaine de salariés. Puis, sans compter évidemment toutes les personnes qui nous accompagnent. Alors, on doit être au moins à une centaine de partenaires et puis au moins autant de bénévoles. Très bien, voilà pour un peu quelques précisions. Ludovic Brossard, on pourrait peut-être revenir avec vous sur cette idée de citoyenneté alimentaire. Cette démarche, elle est née, si j'ai bien compris, d'un budget participatif et d'une initiative citoyenne. Comment est-ce que, à partir d'une initiative comme celle-là, vous êtes passé au développement finalement d'une action très cohérente avec demain sans doute une plaine fertile, mais en tout cas cette éducation ou cette citoyenneté alimentaire. Qu'est-ce qui est important pour vous dans toute cette démarche? Donc effectivement, on le voit sur les questions notamment environnementales. Les associations et les citoyens, les militants sont souvent plus en avance que les institutions sur ces questions-là. Et à travers le budget participatif, on a pu favoriser l'expression d'une attente des habitants qui est de mieux consommer et aussi de vivre dans un milieu urbain qui est proche de milieux naturels ou de milieux cultivés. Et cette préoccupation-là rejoint un petit peu ce qu'on souhaite développer, nous, sur la ville de Rennes, qui est la citoyenneté alimentaire à travers une politique de démocratie alimentaire, en s'appuyant sur le développement, d'une part, de l'agriculture urbaine, mais tout ça est en réponse à des enjeux. Alors, si je peux me permettre d'évoquer un petit peu les enjeux auxquels on doit faire face aujourd'hui, hein, si on évoque, par exemple, l'insécurité alimentaire, avec plus de 25 à 30% de doses de fréquentation de l'aide alimentaire sur 2020, dû notamment à la crise sanitaire. Et puis de dire que cette crise alimentaire-là, on la ressent d'autant plus dans les quartiers prioritaires de la ville, 14% je crois, contre 8% au niveau national. Et puis sur l'alimentation, on a aussi des enjeux de santé. On le voit, la prévalence de maladies cardiovasculaires chez des populations qui sont plutôt précaires. Seulement 23% des enfants qui en France consomment plus de 5 fruits et légumes par jour. Des enjeux environnementaux bien sûr, parce qu'un quart de ce qu'on consomme, de ce qu'on met dans notre assiette, représente un quart des gaz à effet de serre, que ce soit au niveau mondial ou à l'échelle nationale. Et puis enfin, c'est un enjeu démocratique parce que on a besoin de remettre du citoyen au centre du système alimentaire, que ce soit sur les enjeux de production, de transformation, de consommation. On est dans pratiquement une mécanique industrielle aujourd'hui de l'alimentation et on a besoin de remettre de la démocratie du citoyen dans les politiques agricoles ou dans la manière dont, dans notre ville, on construit l'offre alimentaire. Dans le côté prévention, ça veut dire que vous avez un lien avec les professionnels de santé. On va revenir sur les aspects économiques, l'insertion, etc. Mais est-ce qu'il y a un lien avec, on n'en parle pas en tout cas dans le film, il y a des choses que vous faites avec les médecins. Hier, on était dans d'autres quartiers où on a vu l'importance aussi de les associer aux démarches. En fait, on travaille surtout via la compétence de base de la ville qui est de maîtriser en fait la restauration collective auprès des écoles primaires, auprès des EHPAD, auprès des crèches. Et par ce biais-là, via la commande publique, on intègre de plus en plus de produits bio et locaux. Et on travaille aussi forcément avec des nutritionnistes qui développent une approche plutôt d'une alimentation équilibrée, diversifiée pour les enfants. Donc on travaille surtout sur le domaine de la santé, sur ces aspects-là.
peut-être aussi un peu plus sur auprès des personnes âgées, considérant le risque aussi de sous-nutrition de cette population-là, où on travaille sur à bien développer une offre alimentaire qui corresponde aux besoins des personnes âgées qui s'alimentent dans les EHPAD. Alors, je prends les questions comme elles m'arrivent. J'ai Laure Juste de Nevers qui pose la question suivante. Elle se pose une question sur les différents espaces qu'on a cités dans le film et que vous présentez dans le film. Est-ce qu'ils sont effectivement dans le même quartier, sur un seul site, à proximité? Comment est-ce que ça s'organise dans l'espace entre la ferme de départ et les terrains qu'on a vus, la plaine fertile? En tout cas, c'est le film qui l'annonce. Les projets que vous étendez avec les agriculteurs, c'est tout ça, c'est lié ou pas du tout dans l'espace? Je laisse peut-être Boris répondre. Alors, Boris. Ok, très bien. Alors, effectivement, sur la vidéo, on voit majoritairement un seul espace, qui est donc le potager des cultures, et qui a l'avantage d'être entouré de structures sociales et éducatives. Donc, on a une crèche, on a un pôle social, on a un centre culturel. Donc, on est vraiment dans un écrin de verdure et autour des acteurs du quartier. Et par ailleurs, dans ce quartier, donc pour rappel, qui est quand même, donc c'est un quartier prioritaire, donc avec des tours, mais également avec moins de densité que peut avoir, par exemple, le centre-ville. Donc, on a quand même des espaces verts un peu partout. Donc, il y a des jardins partagés qui sont gérés par d'autres associations de la ville. Et nous, grâce au soutien de l'ANRU, on va investir 2 autres espaces qui font 1,5 hectare en tout et qui sont situés aux bordures du quartier, où là, on est plus dans une logique agricole pour le coup, avec du maraîchage diversifié et justement pour répondre aux enjeux de précarité alimentaire avec la vente de paniers solidaires. Oui, le projet, c'est 2000 mètres carrés, je crois, au départ, avec 150 mètres carrés de bac. Et puis là, vous étendez avec un pré et un espace de maraîchage, c'est ça? Tout à Ça fait. fait 3 espaces qui sont disjoints ou qui sont tout à fait à proximité? Alors, l'objectif, c'est de les rejoindre, hein, puisqu'on est aussi dans une logique de trame et d'essayer de faire une continuité écologique et de biodiversité. Donc, l'avantage, c'est de pouvoir, et puis la ville est assez moteur sur ce sujet, c'est de relier tous ces espaces à travers, par exemple, des balades botaniques ou des circuits pour montrer comment on peut végétaliser un quartier et le nourrir. D'accord, très bien. Voilà pour la précision pour Laure. Je voudrais qu'on revienne sur les différentes dimensions du projet. Vous dites finalement c'est un tiers-lieu nourricier et vous dites ça s'appuie à la fois sur de la production. On en a vu un peu et on voit comment ça peut se développer, sur de la transformation, sur de la valorisation et sur de la vente. Vous pouvez nous dire comment ces différents éléments s'emboîtent et avec qui pour préciser un peu les choses. On a vu une épicerie solidaire, on a vu un restaurant, on a parlé de revues, mais comment est-ce que vous maillez les choses? Qui les porte? Comment ça se développe dans l'espace? On viendra après sur des questions de formation et de pédagogie, mais d'abord sur ces différents aspects, production, transformation, valorisation et vente. Peut-être Ludovic Brossard sur ces différents aspects complémentaires, évidemment, pour vous. Je laisserai peut-être Boris répondre sur la manière dont les Colverts développent leurs projets avec tout l'écosystème, je dirais, alimentaire du Blône. Moi, je ferai sûrement un petit focus sur ce que nous, la ville de Rennes, on souhaite développer à travers les Colverts. C'est ce qu'on souhaite développer sur l'ensemble des quartiers, c'est des espaces d'autres îlots fertiles, des îlots alimentaires. On est dans une approche Rennes vivrière, c'est-à-dire qu'on souhaite développer à travers des jardins partagés, des jardins familiaux, qu'on a au nombre de 1000 sur la ville de Rennes, des jardins partagés, des vergers partagés, des fermes urbaines qui représentent entre 15 et 16 hectares sur la ville de Rennes. On souhaite développer des lieux de production qui sont pas simplement sur un caractère vivrier, mais qui aussi développent
tout un tas d'autres activités qui vont, grâce à la proximité qu'offrent ces espaces de production avec le milieu urbain, vont développer des activités pédagogiques, des activités de sensibilisation, des activités de retour à l'emploi aussi, et de fait amorcer aussi des changements de comportement alimentaire. C'est ce qui est le plus important pour nous, c'est que l'agriculture urbaine, qui est une agriculture classique mais qui se développe dans un cadre contraint, développe des activités qui permettent de renforcer cette citoyenneté alimentaire là, quoi. Et puis à côté de ça, bien sûr, on est sur des approches plutôt en pleine terre. Sur la ville de Rennes, on a la chance d'avoir encore beaucoup de terres agricoles préservées sur la ville de Rennes. Derrière moi, parce que je précise que c'est pas mon jardin, derrière moi, on a 30 hectares de zones naturelles au plein cœur de ville de Rennes. Donc on a aussi cette volonté politique-là de préserver ces espaces. Et puis, mais il faut être aussi transparent. L'agriculture urbaine se développe ou s'est développée jusqu'à présent sur des interstices, sur des délaissés, sur des espaces qui n'offraient pas d'opportunités à court terme sur de l'aménagement, d'infrastructures ou de logements. Aujourd'hui, c'est en train de changer. Et c'est vrai que l'appel à projet de l'ANRU offre cette possibilité-là, en tout cas sur le Blône, à travers ce que fait l'École Vert, de renforcer l'image de ce qu'est l'agriculture urbaine et de ce qu'elle apporte en zone urbaine. Peut-être un mot avant de regarder comment les choses s'emboîtent concrètement avec Boris Marcel. Sur l'économie de cette agriculture urbaine, il y a des filières, il y a une économie réelle, ou bien on est plutôt sur de la pédagogie. À quelle dimension est-ce qu'on en est, comment ça rentre dans un cycle économique? Alors, je vais tâcher de répondre à vos deux questions en même temps pour évoquer également la partie tiers-lieu. Donc, c'est vrai que, en fait, le concept de tiers-lieu a des similitudes avec le concept d'agriculture urbaine dans le sens où il est multi-activité. Et ça rejoindra la question du modèle économique, hein. Mais nous, on a vraiment vocation à être de la fourche à la fourchette. Et l'agriculture urbaine, c'est une clé d'entrée vers les enjeux de transition alimentaire. Ce n'est pas la panacée, mais ça permet en tout cas de s'ouvrir sur ces sujets. Et donc, nous, on considère que le potager des cultures a plusieurs vocations. Alors, d'une part, pédagogique, bien évidemment, hein, et ça fait le lien avec tous les acteurs du quartier. En partie productif. Et puis, pour pouvoir vraiment toucher des personnes qui sont en situation de précarité alimentaire, ça ne suffit pas de produire des légumes. Il faut aussi les transformer avec eux, parce qu'on est parfois sur des légumes de saison qui ne sont pas habituellement cuisinés. Donc, les transformer, les cuisiner. Et puis, petit à petit, sans rentrer dans une logique de culpabilisation, parce que ce serait la pire des choses à faire, d'amener vers une cuisine végétale et locale. Et c'est pour ça qu'on essaye de toucher toute la chaîne de valeur du circuit alimentaire. Et c'est aussi ça le modèle économique, c'est que, comme l'a rappelé Ludovic, on est sur des milieux contraints et donc on ne peut pas baser notre modèle économique que sur de la production, même si grâce au soutien de l'ANRU, on aura quand même une ferme productive. Donc il faut aussi être sur du serviciel à travers des animations, des prestations pour les entreprises et puis du lien au maximum avec les habitants. Et dans la démarche, puisqu'on est aussi dans la vente et dans la valorisation, la démarche de restauration avec la grenouille à grande bouche, c'est-à-dire que vous apportez une partie, il se fournit chez vous, c'est ça? Vous êtes fournisseur de produits, comment ça se passe? Alors oui, déjà la grenouille à la grande bouche, c'est un restaurant qui est particulièrement intéressant puisque c'est un restaurant participatif avec des bénévoles qui travaillent dans le restaurant. Donc on s'inscrit aussi dans cette démarche de lien avec les habitants au sein même d'espaces de restauration. Et effectivement, on fournit, alors pour l'instant c'est sur des quantités pas négligeables, mais voilà, on nourrit pas l'ensemble du restaurant, mais on fournit un certain nombre de denrées. Et puis des denrées qui peuvent être aussi un peu méconnues. Par exemple, les fleurs. Les fleurs sont comestibles, on l'a peut-être un peu oublié. Et donc, ça fait partie des produits que l'agriculture urbaine peut fournir parce que c'est très local, ça a une forte valeur ajoutée et ça résiste mal au transport, de même que certains légumes. Donc, l'agriculture urbaine peut se positionner sur ce type de produit.
Et le fait que vous soyez sur des logiques de permaculture, c'est pas un handicap pour cette production, ça, parce que forcément ça limite un peu les cycles etc. Ça, Bah, c'est compatible avec le fonctionnement continu d'un restaurant, par exemple? Alors, pas du tout, hein. Au contraire, que ce soit la permaculture ou les démarches agroécologiques, en fait, elles sont intensives, pour peu qu'on prenne soin, sur des surfaces réduites. Et c'est vraiment ça aussi l'agriculture urbaine, c'est peut-être d'avoir des surfaces moins grandes, mais par contre, on prend vraiment soin du sol et puis, on peut vraiment avoir, une production très diversifiée. Donc pour moi, c'est aussi, voilà, des modes d'agriculture qui sont très productifs pour peu qu'on prenne soin au mètre carré de ces surfaces. Une question, n'y voyez pas mal, mais le fait d'avoir mis des bacs pour se passer finalement du sol, c'était pas un signe un peu curieux à donner à cette démarche d'agriculture biologique? Est-ce qu'on n'était pas en contre-message? Est-ce que ça n'a pas été gênant pour la démarche? Alors effectivement, je pense que c'est une démarche qui mérite, d'avoir de la pédagogie. En fait, on peut dire qu'il y a 3 manières de faire de l'agriculture urbaine. Il y a de la pleine terre, ce qui est idéal, hein, quand les sols sont non pollués, c'est vraiment vers là qu'on souhaite aller. Et si malheureusement les sols sont pollués, il y a plusieurs possibilités, c'est soit faire du high-tech, c'est une possibilité avec, des avantages, mais également des inconvénients en termes d'énergie, en termes de plastique, etc. Et il y a ce qu'on appelle le low-tech. Le low-tech, c'est recréé aussi avec les moyens du bord. Et là, pour le coup, nos bacs de culture nous permettent de recréer du sol, donc ce qu'on appelle créer un technosol, avec des déchets issus de la ville, donc en économie circulaire. Et donc, c'est aussi un moyen de faire de la pédagogie sur l'importance du sol, sur qu'est-ce qu'il y a dans le sol, des déchets verts, des déchets bruns, du compost, de la terre végétale, et puis comment on recrée de la biodiversité dans le sol. Donc, c'est pas la meilleure solution. L'idéal, ce serait de préserver les terres agricoles, mais c'est des alternatives aux sols pollués qui méritent d'être démocratisées. Ludovic Brossard, vous trouvez ces situations-là dans les quartiers de Rennes fréquemment? Vous développez, on disait que c'est vrai que la Bretagne et l'agriculture est finalement importante, mais dans les quartiers, vous avez cette situation de sol pollué qui limite un peu le développement de cette agriculture urbaine? Ouais, effectivement, la question des pollutions des sols est assez finalement, on la prend en compte depuis de très peu de temps. Je pense que c'est pareil pour toutes les villes de France, hein. Je vous mets au défi de trouver, une ville qui a une cartographie, de l'état de ses sols, de façon à proposer, une agriculture de pleine terre. Je pense que ça va être assez compliqué. On a pour projet de développer une démarche en fait un protocole en fait, qui nous permettrait, en amont des projets, de ferme urbaine de développer, tout un tas de dispositifs qui permettent de proposer de la phytoremédiation. C'est-à-dire comment, à partir d'un sol pollué, on peut le remettre en culture à partir d'une démarche. Donc on fait ça, on travaille ça avec des chercheurs. Mais, au-delà de ça, sur la ville de Rennes, on a, des terrains qui restent malgré tout sains. Et qui nous permettent de proposer, sous forme d'appel à projets en fait d'installations de fermes urbaines. On l'a fait par exemple sur le secteur de la Prévalais, qui est un secteur encore très agricole et très naturel sur, la ville de Rennes. On le fait, également en intra-rocade, donc avec les cols verts, mais également plus récemment en mettant à disposition, un autre tiers-lieu qui va développer plutôt qu'une approche de sensibilisation, une approche plutôt événementielle et culturelle à côté d'une production maraîchère sur 3 hectares. Donc on a, c'est ce qu'évoquait Boris, on a l'opportunité sur Rennes de développer tout un tas de tiers-lieux alimentaires qui vont se développer, qui vont développer des activités diverses. Nous, notre approche, elle est avant tout sociale, c'est-à-dire comment on souhaite développer notamment pour améliorer l'accès à la population, une alimentation saine, équilibrée et bio. On souhaite développer un dispositif de carte alimentation durable. On va le tester sur le Blône parce que le Blône offre à la fois des espaces de production avec l'école verte, des espaces de consommation, mais aussi des espaces de transformation. Et je veux évoquer l'association du Petit Blôneur qui propose une cuisine partagée, ce
qu'on a la chance d'être sur un quartier populaire, le Blône, avec un savoir-faire énorme en matière de cuisine. Donc on veut valoriser ça. Et l'idée, c'est de développer un outil qui permette, pour les plus précaires, d'avoir accès à une alimentation saine, locale et bio. Évidemment, qui ne sera pas issu des fermes urbaines parce qu'on est sur des productions plus modestes, mais qui sera issu malgré tout du territoire. Et là, le projet de Rennes, il n'est pas autocentré, il est lié aussi avec une politique qui est mise en place à l'échelle de la métropole, d'une quarantaine de communes, mais aussi à l'ensemble de la Bretagne. L'agriculture urbaine a cet intérêt-là, c'est qu'on va pouvoir aussi montrer que finalement on peut être sur des systèmes viables, pas seulement vivriers, et qui peuvent peut-être se développer aussi ailleurs qu'en ville, parce qu'on a besoin de rapprocher les consommateurs des producteurs, donc des agriculteurs, et ça c'est une nécessité qui n'appartient pas qu'aux zones urbaines, qui appartient à l'ensemble du territoire français, quoi. Et puis, si je peux me permettre un petit point particulier aussi sur ces démarches, c'est l'ambition citoyenne. C'est-à-dire que l'implication du tissu associatif, il est déterminant pour réussir l'intégration d'une ferme urbaine dans un espace urbain. Et du coup, la démocratie alimentaire, elle s'incarne aussi dans la réponse et dans la gouvernance qu'on propose à travers ces projets. Et je sais que les Colverts font très attention à cette notion-là, dans la mesure où une proportion non négligeable d'habitants du Blône sont partie prenante des activités des Colverts, mais sont aussi dans le conseil d'administration des Colverts. Et ça c'est quelque chose de très important, quoi. L'alimentation, la démocratie alimentaire, c'est pas qu'un projet d'une institution, c'est le projet d'un territoire. Et je veux renverser un peu et Boris l'a dit, on est souvent sur des approches de la fourche et la fourchette. Maintenant, il faut qu'on soit sur des approches de la fourchette à la fourche. C'est-à-dire qu'on doit partir des besoins des territoires pour définir quelles sont les modalités de production pour satisfaire les besoins du territoire. Peut-être un mot sur la carte, je n'ai pas bien compris, c'est une carte individuelle parce que j'ai une question, je la pose en même temps, puis vous répondrez sur la carte. La question est la suivante, c'est comment est-ce que les Colverts sont gestionnaires et assurent eux-mêmes le travail de maraîchage sur les nouveaux espaces, et est-ce que la vente est accessible aux particuliers? C'est sur la phase à venir, quel est votre rôle exactement? Et donc par rapport à cette carte dont vous avez évoqué l'existence, ou en tout cas le projet, c'est une carte individuelle, c'est ça, qui serait proposée à chacun de ceux qui en ont le plus besoin, c'est ça? C'est ça, en fait, on partirait effectivement plutôt d'une approche, alors évidemment non stigmatisante. Donc il faut tout ça reste à imaginer, mais c'est en train d'être travaillé sur le quartier du Blône pour le développer ensuite sur la ville de Rennes et sur la métropole. L'idée, c'est effectivement que de donner la possibilité via un dispositif comme une carte aux personnes qui sont plutôt bénéficiaires de minima sociaux, par exemple, d'avoir accès privilégié à des produits bio et labellisé Terre de Source, qui est un label qui promeut la production locale et de qualité. Et on part évidemment des questions liées au développement de la sécurité sociale de l'alimentation, hein, qui est un projet qui est plutôt à mener à l'échelle nationale et qui est proposé par Dominique Paturel ou l'association agriculteurs et vétérinaires sans frontières. Et on part un petit peu du principe que l'alimentation, pour faire en sorte que l'ensemble de la population puisse mieux s'alimenter, il faut donner le choix. Et ce choix-là, il doit s'opérer à travers des dispositifs d'accès à l'alimentation. Donc la carte alimentaire, ça peut en être un, mais ça peut aussi être en développant des lieux de consommation différents. Et sur le Blône, on a cette chance-là d'avoir des restaurants coopératifs, d'avoir aussi des magasins coopératifs, d'avoir aussi des biocoop qui ont travaillé cet aspect-là, accessibilité, vrac, des groupements d'achat, l'association vrac aussi qui se développe sur les quartiers prioritaires. Plus on diversifiera les lieux de consommation, plus on travaillera à mailler le quartier avec ces lieux-là, et plus on favorisera l'accès aussi, parce que c'est pas qu'une question de prix, c'est aussi une question d'accès.
Alors, sur le rôle exact des colverts, là, sur les nouveaux espaces de maraîchage et sur la vente, Boris Marcel, c'est vous qui produisez, parce qu'on a vu l'extension, hein, un grand espace de maraîchage, ça s'improvise pas. Je vais venir ensuite sur des questions à vous deux sur les logiques de pédagogie et de formation, mais avant ça, quel est votre rôle exact? C'est la question qu'on nous pose via le fil de discussion dans cette aventure et sur la vente au particulier. Oui, alors en fait, donc du coup, effectivement, on a 2 espaces. On a le potager des cultures où là, on est sur une production, qui n'est pas très importante. Donc on fait des dons, à l'épicerie sociale, et également, on vend à un supermarché, donc Ludovic en parlait, un supermarché, coopératif, Brésicop et puis au restaurant. Et après sur, l'espace plus productif, là, par contre, on va fonctionner en système de panier solidaire. Donc, s'il y a une carte pour les citoyens, ce serait génial. Mais sinon, nous, on veut travailler avec les structures sociales. Donc, ça peut être les centres sociaux, ça peut être la CAF, ça peut être voilà, la sécurité sociale, ce genre d'acteurs, pour pouvoir justement vendre des paniers à bas prix, mais tout en permettant aussi un revenu à l'agricultrice qui travaille sur ces terres, pour pouvoir fournir des denrées de qualité à des personnes en situation de précarité, parce que pour rappel, effectivement, il y a une explosion de la demande d'aide alimentaire. Pour autant, l'aide alimentaire, jusqu'à présent, fournit des denrées qui sont souvent transformées, pas forcément toujours très bonnes pour la santé. Donc, il y a un enjeu de fournir des produits sains et locaux pour des personnes en situation de précarité. Donc ça veut dire que dans les espaces dont on parle, vous donnez en fermage finalement quelque chose comme ça à un agriculteur qui, avec un cahier des charges, fait des productions qui ensuite seraient accessibles via des paniers aux familles. C'est ça la logique? Vous Alors, n'intervenez plus du tout? si. Là, pour l'instant, on est dans une logique où en fait, on a une association et les maraîchères, pour le coup, sont salariées de l'association. D'accord. Donc elles font partie intégrante de l'équipe. Après, c'est une vraie question que vous posez, c'est les nouveaux modèles agricoles. Est-ce que à terme, il faut avoir des salariés agricoles qui sont internes à des structures type association, coopérative, pour justement assurer une meilleure sécurité? Parce que c'est vrai que les agriculteurs peuvent être en difficulté assez souvent, hein. C'est un métier qui est pas forcément facile. Donc pour l'instant, c'est cette logique qu'on a. Mais à terme, il n'est pas impossible qu'on développe de nouveaux modèles avec d'un côté des statuts agricoles et puis de l'autre côté l'association ou la coopérative et les deux liés d'une quelconque manière. Euh, Par rapport à une question, mais parce qu'on sait que des fois la profession agricole peut être conservatrice, comment elle regarde vos initiatives? Ils sont dans le coup, les chambres d'agriculture vous regardent d'un œil un peu étonné, ou bien ils sont partenaires de votre démarche, ou vous êtes à côté et vous tracez votre chemin? Alors, bah, c'est très, très important, déjà de faire preuve d'humilité en tant qu'agriculteur urbain par rapport à ce que je pourrais appeler la grande agriculture. Déjà, on ne peut pas tout faire, hein, en agriculture urbaine, on est limité, par exemple, on ne va pas faire des grandes cultures en céréales ou de la polyculture élevage. Nous, on essaye de travailler vraiment main dans la main avec le monde agricole, et pour le coup, les chambres d'agriculture sont très intéressées. Là, on est en train de travailler à une convention avec l'APCA, qui est l'Association permanente des chambres d'agriculture, donc qui est le réseau national des chambres d'agriculture. On n'était pas plus tard que la semaine dernière avec la Chambre d'agriculture Bretagne. Donc c'est un sujet qui les intéresse fortement, notamment, je pense, par rapport aux liens à créer avec les urbains, et parce que aussi on est beaucoup sur de la recherche et développement. Les agriculteurs urbains, 99% sont sans intrants, avec des pratiques agroécologiques qui peuvent être utiles. Même sur l'aspect high-tech, en fait, ça peut être intéressant pour le monde agricole de voir comment on fonctionne. Et puis après, il y a un certain nombre de services qu'on peut rendre au monde rural de par notre proximité avec ces urbains. Et donc, du coup, par exemple, on pourrait très bien imaginer des fermes urbaines comme étant des lieux d'accueil pour des marchés. Et d'ailleurs, il y a un partenaire sur Rennes, la Garden Party, qui le fait et
qui amène des agriculteurs. Et je pense que c'est la vocation de l'agriculture urbaine aussi, c'est de laisser des espaces pour pouvoir vendre des légumes provenant de fermes aux alentours. Ludovic Brossard, sur cet aspect-là, sur la relation aux institutions publiques, à la métropole, à la profession agricole, vous êtes là sur un schéma métropolitain de l'agriculture urbaine, ça se passe plutôt bien. Et puis peut-être une question complémentaire sur cet aspect recherche et développement que vous avez, y compris en compétences. Il y a des choses qui s'inventent et que vous allez pouvoir, qui s'inventent au Blône et que vous allez pouvoir expérimenter ou diffuser ailleurs. Ouais, c'est ce qu'évoquait Boris. En fait, l'agriculture urbaine, c'est un laboratoire, hein, notamment sur Rennes, à la fois pour recréer du lien évidemment avec les consommateurs, mais aussi développer des activités agricoles sobres en matière de consommation de ressources naturelles. Et nous, c'est ce qu'on souhaite développer, eu égard aux enjeux climatiques auxquels on doit faire face demain, et notamment en termes d'accessibilité à la ressource en eau. C'est évident qu'on va regarder de très près ce qui se fait sur des projets d'agriculture urbaine en matière de gestion de la ressource en eau. Et à ce titre-là, on a un permaculteur qui est sur la Prévalais, qui travaille des semences qui sont tout à fait adaptées au territoire et à une maîtrise en fait des ressources naturelles, parce qu'il développe aussi son activité sur la permaculture, et il développe du coup des semences qui sont adaptées à un manque d'eau, qui sont beaucoup plus résistantes, et ça renvoie aussi aux enjeux de résilience alimentaire qu'on doit développer. Aujourd'hui, on est sur des systèmes alimentaires qui sont pas du tout résilients, notamment en Bretagne, avec une forte proportion de l'activité agricole qui est dédiée à l'élevage, ce qui pose des questions environnementales assez importantes. Mais et du coup, l'agriculture urbaine, effectivement, en restant très modeste, apporte quand même la nécessité de revoir l'activité agricole comme une activité qui doit être diversifiée, ancrée sur son territoire, ouvert sur avant tout une priorité, c'est l'alimentation des habitants de ce territoire-là, et puis qui doit se développer en fonction des ressources naturelles. L'agriculture aujourd'hui bretonne est fortement dépendante d'entrants qui proviennent, soit si c'est de l'alimentation des animaux, qui proviennent d'Amérique du Sud, soit d'engrais qui proviennent d'autres pays, avec des modes de production peu durables. Donc évidemment, l'agriculture urbaine, c'est un laboratoire, et c'est intéressant aussi sur l'aspect, c'est ce qu'a développé Boris dans son intervention, et ce qu'il évoque aussi dans cette vidéo, c'est que les futurs paysans, ils habitent en ville aujourd'hui. Une forte proportion, un tiers des personnes qui s'installent aujourd'hui en agriculture ne sont pas issues du milieu agricole. Et si on doit relever l'ambition, l'enjeu énorme du renouvellement des générations en agriculture, parce qu'on a besoin d'agriculteurs nombreux sur le territoire pour amorcer la transition écologique, l'activité agricole, il faut aller chercher les futurs agriculteurs en ville, il faut les intéresser. Et là-dessus, on a beaucoup de retard avec nous, institutions, mais aussi les organismes qui travaillent autour de l'agriculture. Donc c'est un chantier qu'on va ouvrir avec eux, parce qu'on a besoin de l'ensemble des acteurs agricoles pour répondre à cet enjeu, quoi. Une question complémentaire. Vous êtes lauréat de l'appel à projet Quartier Fertile. Donc, vous rentrez dans un réseau de plus de 100 quartiers sur lequel s'expérimentent un certain nombre de démarches d'agriculture urbaine. Ça vous apporte quoi, cette démarche? Sans doute des moyens pour le changement d'échelle. Ça, c'est une certitude, je pense. Mais le réseau, c'est intéressant. Vous comparez, vous dialoguez avec d'autres villes. Quel est le plus de cet appel à projet de l'ANRU? Bon, je laisserai Boris répondre là pour l'association, mais sur la ville, c'est évidemment un plus de voir ce qui se fait ailleurs, parce qu'on fait les choses avec beaucoup de modestie sur Rennes. Après, on est, je pense, ville en France ou même dans le monde, et je vois ce qui se fait par ailleurs à travers d'autres réseaux, confronté à le même enjeu, c'est de quelle manière est-ce qu'on va développer demain nos quartiers, nos espaces urbains, en considérant mieux des espaces de production agricole, en considérant mieux les aspects logistiques
les aspects transformation aussi, et en considérant mieux l'importance de ne plus réfléchir en centralité, mais sur des multitudes et des espaces hybrides qui permettent à des projets coopératifs pour la plupart, de développer des lieux de consommation différents. Je parlais des groupements d'achat tout à l'heure. On a besoin d'espace pour ces groupements d'achat. On a besoin d'espace pour des AMAP. On a besoin d'espace pour des marchés de plein air. Il faut que la ville puisse s'adapter à ça, tout en se densifiant, parce qu'on est sur une approche aussi ville de Rennes où on cherche à densifier aussi nos espaces urbains, tout en soignant le cadre de vie, mais au regard de la nécessité de préserver les terres agricoles qui sont très très proches de nous et dont on a besoin de conserver le potentiel agronomique, parce que ce sont ces terres aussi qui nous nourrissent et qu'il nous faut valoriser à travers des approches agroécologiques aujourd'hui. Très bien, ce sera pour le moment, je dirais, le mot de la fin de notre échange. Le temps a passé très vite avec vous à Rennes. J'invite tous ceux qui nous ont rejoints dans cette visite urbaine, effectivement, à prendre contact avec l'équipe. Je rappelle que si vous voulez poursuivre les échanges, vous pouvez le faire dans le cadre du Café des Gérus et puis prendre des rendez-vous. Et n'hésitez pas, puisque les congés approchent, à vous rendre à Rennes, à aller visiter ce quartier du Blône et l'ensemble des initiatives. Je pense que vous serez, comme toujours, bien accueillis à Rennes. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris du temps pour nous. Une très belle journée à tous et rendez-vous dans les ateliers qui vont s'ouvrir maintenant dans le cadre de ces GRU. Merci encore et à bientôt. Au revoir.